Donc aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie de l'éthique qui s'intitule, au moins telle que nous la possédons maintenant, de la nature et de l'origine de l'âme, de natura et origine mentis. Alors avant même de commencer, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde sur ce titre. Il ne s'appelle pas De Mente, il s'appelle De Natura et Origine Mentis. C'est-à-dire que tout se passe comme si Spinoza tenait à nous dire que son objet ici, ça n'est pas l'âme ou l'esprit en tant que tel, mais plutôt le processus de production de cet esprit. Alors, il y a des commentateurs qui se sont étonnés de ce titre en disant « mais c'est curieux parce qu'en fait, il n'utilise pas le terme « origo », origine dans la suite, et il ne nous parle pas vraiment de l'origine de l'âme. » Donc ils ont supposé que peut-être ce titre avait été mis là par les amis de Spinoza quand ils ont publié les œuvres posthumes, simplement par analogie avec le titre de la troisième partie, qui est « De origine et natura affectum », de l'origine de la nature des affects. Où effectivement, là, on nous parle bien de l'origine des affects. Donc on aurait pu penser, par exemple, qu'en fait Spinoza appelait ce livre « De natura mentis » et que la référence à l'origine aurait été ajoutée au moment de la publication, au moment de l'édition. Avec un chiasme tout à fait classique dans la rhétorique éditoriale, pour l'âme, nature et origine, pour les affects, origine et nature. Bon. Pourquoi pas? Mais la règle du jeu, quand on commente un texte, c'est quand même de le commenter tel qu'il est, aussi longtemps que c'est possible. Et de ne se livrer à des hypothèses interprétatives sur l'histoire du texte, sur l'histoire dont nous ne possédons aucune preuve, aucun témoignage, qu'une fois qu'on a épuisé toutes les possibilités de lecture du texte tel qu'il est. Donc, j'ai plutôt essayé de lire le texte tel qu'il est, donc d'admettre que c'est vraiment Spinoza qui a donné ce titre, De natura et origine mentis. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de se demander pourquoi, encore une fois, pourquoi ce titre double et cette référence à l'origine. Alors, il faut peut-être prendre un peu de recul et se souvenir que Spinoza écrit dans un paysage cartésien ou post-cartésien, où Descartes a changé un certain nombre de choses dans la position de problème philosophique et légué à ses successeurs, que ce soit Spinoza ou que ce soit ceux qu'on appelle les petits cartésiens, ou bien encore Malebranche ou Leibniz, ou bien les adversaires proprement dit, un certain nombre de problèmes. Alors, parmi ces problèmes, il y a notamment le problème qu'on appelle, en langage cartésien, le problème de l'union de l'âme et du corps, et auquel on va voir Spinoza faire référence. Alors, comment poser ce problème dans des termes qui ne soient pas spécifiquement ceux de Descartes, mais qui puissent faire référence justement à l'ensemble de cet univers post-cartésien? On peut dire que Descartes a enseigné à ses contemporains et à ses successeurs deux choses, à première vue contradictoires. La première, et c'est la suite logique de la révolution scientifique de Kepler, de Galilée et de Descartes lui-même, c'est que la physique explique les lois de l'étendue. Que la physique seule explique les lois de l'étendue. Donc il y a une sorte d'autonomie de l'étendue par rapport à la pensée, aux affects, aux sentiments, à la volonté, etc., etc. En langage cartésien, ça s'appelle la distinction de l'âme et du corps, si on l'applique à cette partie de l'étendue qu'est le corps et à cette partie de la pensée qu'est l'âme. Mais je distingue ici le langage cartésien et le problème cartésien parce que c'est un problème qui va se poser à tous ceux qui viendront après Descartes. Donc ils doivent tous rendre compte de cette autonomie de l'étendue, c'est-à-dire du fait que, si on parle de l'âme et du corps, le corps peut, semble-t-il, s'expliquer sur un nombre de points, indépendamment de l'âme, par des motions purement physiques. La deuxième constatation à laquelle Descartes ne peut pas se soustraire, dès la sixième méditation et plus encore dans les passions de l'âme, ou dans la correspondance,
c'est ce qu'on désigne par le problème de l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire que, de fait, lorsque je mets mon doigt au-dessus d'une flamme, je ne me contente pas de constater un phénomène physique, en même temps, ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est-à-dire qu'il se passe dans mon âme quelque chose qui est en rapport avec ce phénomène physique de la brûlure. De même que je constate qu'il existe des mouvements volontaires, je constate qu'il existe des passions qui semblent mettre en relation la colère et certaines manifestations dans le corps, ou la peur et la fuite du corps. Donc, il existe, semble-t-il de façon incontestable, un certain nombre de phénomènes qui semblent mettre en relation, dans une relation qui excède le simple univers physique, l'âme et le corps. Donc le problème qui va se poser à la fois à Descartes lui-même et à ses successeurs, c'est ça, c'est comment rendre compte à la fois de la distinction de l'âme et du corps, qui renvoie à l'autonomie des lois physiques étendues, et de l'union de l'âme et du corps, qui renvoie à tous ces phénomènes qui semblent, en sorte, enjamber cette distinction. Alors, chez Descartes, vous connaissez la solution, c'est celle de l'interaction entre l'âme et le corps. Bon, les autres inventeront successivement l'occasionnalisme, l'harmonie préétablie. Et puis, ce qu'on appelle, d'un terme inexact chez Spinoza, le parallélisme. Le terme n'est pas chez Spinoza, et en outre, c'est un terme qui, à beaucoup d'égards, risque de nous induire en erreur. Mais au fond, on peut dire que toute cette deuxième partie de l'éthique sert à nous faire approcher peu à peu de la solution spinozienne de ce problème. Je dis peu à peu parce qu'en fait, il faudra encore au moins un livre de l'éthique pour nous en rapprocher, le livre 3. Et en disant cela, je désigne ce qui peut être la spécificité de Spinoza dans cet univers post-cartésien, c'est-à-dire que chez Spinoza, le terme mens se charge dans l'éthique de concentrer toute une série de problèmes et de questions qui d'habitude sont distingués. D'où la difficulté de le traduire. En effet, dans cette deuxième partie, on va voir Spinoza utiliser ce terme mens pour indiquer des problèmes que l'on appellerait aujourd'hui problèmes épistémologiques, des problèmes de théorie de la connaissance. Le problème des niveaux de connaissance, de la vérité, de l'erreur, des idées adéquates aux idées vraies, etc., etc. Dans la troisième partie, on verra le même terme mens utilisé pour indiquer des problèmes qui sont les problèmes des affects. Donc la mens, c'est à la fois le siège de la connaissance et le siège des affects. On avait vu dans les précédents écrits de Spinoza qu'il disposait d'une gamme assez variée de termes, animus, anima, corps, etc., etc., et mens. Ce qu'on constate dans l'éthique, c'est qu'au fond, les autres termes sont peu à peu éliminés et que cet unique terme de mens vient, à lui tout seul, servir de support à la fois à la question de la vérité et de l'erreur et des types de connaissances, à la question des affects, de la conduite humaine et même de cette dernière question de la conduite humaine qui est la béatitude, et puis aussi au rapport entre l'individu humain particulier, singulier, et la pensée divine. Il y a donc au moins trois problèmes ou trois séries de problèmes qui viennent se concentrer sur ce terme unique. Et on peut dire que tout l'effort philosophique de Spinoza consiste d'abord de ce coup de force, d'affirmer l'unité de la mens, et de ramener tous les problèmes à ce terme unique. Parce que finalement, dire que les affects ne sont autre chose qu'une modification d'une idée, ça revient bien à dire que ce ne sont pas deux types de problèmes différents. Alors j'ai dit il y a un instant que c'est ce qui rendait la traduction du terme mens difficile. En effet, quand on regarde la dimension épistémologique
On a plutôt envie de traduire par esprit, puisque traditionnellement c'est le terme qui en français désigne le siège de la connaissance. Et puis quand on regarde la dimension affective, on a plutôt envie de traduire par âme. Parce qu'un état d'âme, c'est quelque chose de plus complexe et plus émotionnel, plus affectif qu'un état d'esprit. Donc en fait, chacune de ces deux traductions est insuffisante. Moi, j'aurais plutôt tendance à traduire par âme, parce que finalement, la plus grande partie de l'éthique va être consacrée aux affects et aux besoins de la connaissance. On pourrait défendre l'autre traduction aussi, mais de toute façon, il faut toujours avoir présent à l'esprit que, quelle que soit la traduction qu'on choisit, c'est évidemment toujours pour traduire ce terme unique qui est chargé des deux significations à la fois. Et que ça n'est pas un hasard si Spinoza charge d'un terme unique de ces deux significations en même temps. Alors, en quoi cette deuxième partie va traiter de la nature et de l'origine de l'âme? Alors, de la nature, c'est pas très difficile. On va voir que peu à peu, il va nous expliquer quelle est une partie de la pensée, quel type de mode elle est, etc. etc. Donc, le terme nature pose pas de problème. C'est le terme origine qui pose une nature. Évidemment, il ne veut pas nous expliquer au sens strict du terme comment l'âme est produite. Après tout, c'est un problème philosophique et théologique traditionnel. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est plutôt de savoir comment les différents niveaux de fonctionnement de l'âme sont produits. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut prendre Origo. Le problème qui va servir de clé, finalement, à la fois à la théorie de la connaissance et ensuite à la théorie des affects, c'est de savoir comment on produit l'imagination, la raison, la connaissance intuitive, dont chacune est, en fait, l'âme, dont chacune est, non pas une partie de l'âme, mais une des formes, une des modalisations de l'âme suivant la façon qu'elle a à chaque fois d'exercer sa connaissance. Donc je crois que c'est à ça que renvoie le terme origine. Alors quand je dis les niveaux de connaissance, on a l'impression de se trouver en terrain connu. En effet, le traité de la l'entendement avait déjà décrit plusieurs niveaux de connaissance qu'il appelait les modes de perception, les 4 modes de perception. Oui, sauf que ici, sous le nom de genre de connaissance, on va certes retrouver ces différents modes de perception, mais sous un angle totalement différent, celui justement de leur production. Dans le traité de la l'entendement, on les décrivait. On se souvenait quel mode de perception on avait utilisé jusqu'ici. Donc au fond, c'était une description remémorative. Maintenant, c'est totalement différent. Il s'agit de partir de ce qu'on sait de l'âme et de son rapport au corps, au singulier, au pluriel, de l'âme et de son rapport au corps qui est le sien et aux autres corps, pour en déduire comment se produisent en nous les différents genres de connaissances. Et encore une fois, ces différents genres de connaissances, ce ne sont pas des parties de l'âme ou des facultés distinctes. C'est à chaque fois l'âme tout entière qui connaît suivant 3 modalités différentes. Là. Regardons maintenant la structure du livre. De même que éthique 1, éthique 2 n'a pas de préface. Mais en revanche, il commence par quelques lignes qui n'ont rien d'une longue introduction que ce soit de ce genre, mais qui ressemblent plutôt à une mise en garde, une très brève mise en garde. Et à la différence de l'éthique 1, il n'y a pas d'appendice, mais il y a de très longs scoli commentant les tout derniers théorèmes. Et ces scoli, de cette façon, servent de postface au livre, parce qu'ils commentent pas seulement les derniers théorèmes, mais l'ensemble des démarches du livre. Donc on pourrait dire que quelqu'un qui veut comprendre vraiment ce que Spinoza veut faire en éthique 2 doit d'abord lire les 5-6 lignes qui commencent et aller directement ensuite lire les derniers scoli. Je commence par les 5-6 premières lignes. Je passe maintenant à l'explication des choses qui ont dû suivre nécessairement de l'essence de Dieu, de l'être éternel et infini.
Je ne traiterai pas de toutes, cependant, car nous avons démontré, proposition 16 de la première partie, qu'une infinité de choses devait suivre de cette essence en une infinité de modes. J'expliquerai seulement ce qui peut nous conduire, comme par la main, à la connaissance de l'âme humaine et sa béatitude suprême. Donc Spinoza à la fois nous rappelle qu'on a pris la proposition 16 de la première partie, qu'une infinité de choses, selon l'infinité de modes, pouvait se réduire à la science divine. Donc en fait on pourrait peut-être énoncer toute une encyclopédie à la suite de Éthique 1. On pourrait énoncer par exemple une physique, une morale, une politique. Mais dans la totalité de ce qu'on pourrait énoncer, Spinoza choisit de sélectionner. Je vais sélectionner parce que précisément le livre qu'il est en train de rédiger n'est pas une somme de philosophie ou des principes de philosophie. Et vous savez qu'au XIXe siècle, le terme de philosophie a un sens très large. Regardez les principes de la philosophie de Descartes, ou même le livre de Spinoza consacré aux principes de la philosophie cartésienne. Le terme philosophie recouvre l'ensemble des sciences de la nature. Or, précisément, Spinoza a décidé, à partir de ce moment, de ne plus intituler son livre philosophie, de l'intituler éthique. Autrement dit, dans l'ensemble des choses qu'il serait possible d'énoncer, il ne va s'intéresser qu'à une seule série, ce qui peut nous conduire, comme par la main, à la connaissance de l'âme humaine et sa béatitude suprême. Donc ce qui nous intéresse, c'est premièrement l'homme et non pas les autres modes. Deuxièmement, sa béatitude. Alors l'homme et non pas les autres modes. Oui, parce qu'après tout ce qui avait été énoncé dans Éthique 1, ça concernait la production par Dieu de toutes les choses, et pas simplement de l'homme. Et on va voir d'ailleurs, dans la suite, que ce qui est énoncé même dans les 13 premières propositions, ça continue à concerner tous les modes, même si la démonstration est plutôt faite du côté de l'homme. Et qu'il faudra une démarche tout à fait particulière pour arriver à réduire le champ, afin que seul ce qui concerne l'homme soit pris en ligne de compte. Autrement dit, la difficulté particulière de Éthique 2, c'est qu'à la fois Spinoza souhaite nous y parler de l'homme, mais que comme de fait sa démarche en général n'est pas du tout anthropocentrée, ça ne va pas de soi du tout d'arriver à nous parler de l'homme seulement. Il faut procéder par réduction successive, et on verra que dans le processus de ces réductions entre toute une part d'approximation. C'est-à-dire que, alors que d'habitude les philosophes semblent considérer que ça va de soi de parler de l'homme, chez Spinoza ça ne va pas de soi du tout. Ça va de soi comme but de la démarche, ça ne va pas de soi du tout comme méthode. Et à force de nous dire que l'homme n'est pas un empire dans un empire, un état dans l'état, Spinoza semble avoir le plus grand mal justement à réduire notre regard à cette cible limitée que serait l'homme. Alexandre Matron avait écrit il y a une trentaine d'années maintenant un article sur l'anthropologie spinoziste où il concluait qu'en fait il n'y a pas d'anthropologie spinoziste au sens strict du terme, c'est-à-dire une anthropologie fondée sur une définition de l'homme. Nulle part dans l'éthique on ne trouve une définition de ce mode particulier qu'est l'homme. Donc comment va-t-on procéder? Jusqu'à la définition 13, on va s'approcher petit à petit de cet être particulier qui est formé d'une âme et d'un corps. Parce qu'apparemment, pour Spinoza, ça non plus, c'est pas évident du tout. Il faudra donc tout un chemin pour en arriver là. Au fond, la philosophie, ça consiste peut-être à rendre opaques des évidences. Ici, on a un bel exemple. Spinoza rend opaque
rend difficile à rejoindre, c'est quelque chose qui nous semble apparemment si facile, à savoir que l'homme formé d'un même corps. Que nous sommes formés d'un même corps. Jusqu'à aboutir à cette proposition si étrange dans son énoncé, qui est le corollaire de la proposition 13. Dans un deuxième temps, ayant énoncé justement que nous sommes formés d'un même corps, mais que tous les autres objets que nous pouvons considérer ont le même statut, il va se demander comment spécifier l'âme humaine. Et le seul moyen de la spécifier, ça sera de s'interroger justement sur son corps. Il va donc être amené à construire les règles d'une petite physique placée entre la position 13 et la position 14. Donc remarquez bien que lorsqu'il énonce quelque chose qui a l'air d'être une physique, d'abord ça n'en est pas une, c'est beaucoup moins développé que ne sera un trait de physique en général, et elle n'est là qu'à l'occasion du chemin qui consiste à la réduction des objets d'étude à l'âme humaine. Donc, on a là au fond un premier exemple de la restriction qu'il énonce à la fin de la mise en garde. Il ne parle de physique que sous l'angle de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que l'âme humaine. On verra de la même façon que dans Éthique 4, il y a 2 ou 3 propositions, et surtout Scoli, qui ont l'air d'être consacrées au fondement de la politique, mais en réalité, ils ne sont là que pour nous faire comprendre ce qui est essentiel à la conduite de l'âme humaine. C'est pourquoi, si on compare ces quelques lignes consacrées à la politique et ce qu'on trouve sur la politique dans le traité politique, le traité théologico-politique, on a l'impression de changer d'univers, même s'il y a une cohérence entre les deux. Donc, Spinoza est quelqu'un qui pourrait s'autoriser à parler de physique, qui s'y autorise dans sa correspondance ou qui s'y autorisait dans ses premiers écrits, qui s'autorise à parler de politique, c'est le cas dans les traités, mais très clairement dans l'éthique, la physique ou la politique ne se convoquaient qu'à l'occasion de ce parcours centré sur l'âme humaine et pour laquelle on a justement besoin de quelques détours pour arriver à la spécifier. Alors, ceci sera réénoncé un peu plus loin dans le livre, à la fin, dans le Scoli qui suit les derniers lemmes. Je cite, juste avant les postulats sur le corps humain, donc quand il a fini d'énoncer sa physique, Spinoza dit « Et j'aurais dû, si mon intention eût été de traiter expressément du corps, expliquer et démontrer cela plus longuement. » Donc si j'avais voulu faire une physique, j'aurais dû en traiter plus longuement. Mais j'ai déjà dit que mon dessein est autre, et que si j'ai fait place ici à ces considérations, c'est parce que j'en puis facilement déduire ce que j'ai résolu de démontrer. Autrement dit, la physique n'a de place ici, entre la position 13 et 14, que dans la mesure où elle sert les âmes humaines, et là seulement. D'où la difficulté vient pour nous d'essayer de reconstituer ce que Spinoza pensait de la physique dans les années 1670-1675. Autant, on peut se demander s'il pensait de la physique quand il écrivait les principes de Descartes ou les premières lettres où il traite de physique. Et là, le problème, c'est de distinguer entre ce qui est pur énoncé du cartésianisme et réécriture spinoziste. Autant ici, c'est autre chose. Ici, on a quelque chose qui est vraiment du Spinoza, et pas du Descartes, mais qui est tellement concentré et tellement orienté qu'on a le plus grand mal à savoir ce que pouvait être son avis sur la physique à ce moment-là. Et en un sens, la réponse, c'est qu'il a essayé de construire dans ses axiomes et dans ses lemmes moins une physique proprement dite que le minimum compatible avec plusieurs physiques contemporaines, afin qu'elles soient toutes utilisables dans cette théorie de l'âme humaine. Bon, alors je reviens au début de la deuxième partie. Alors, comme au début de la première, on trouve un certain nombre de définitions. Bon, je ne vais pas m'attarder, je voudrais simplement remarquer une chose concernant les définitions 1 et 3. C'est leur dissymétrie. La définition 1 définit le corps, la définition 3 définit l'idée. On verra dans la suite que le corps et l'idée sont, au fond, ce qu'on appelle d'habitude chez certains commentateurs, des entités parallèles, des aspects parallèles.
Alors, même si le terme est choisi, on peut dire au moins qu'ils jouent des rôles symétriques. Ce qui est remarquable, c'est que leurs définitions ne le sont pas. Définition 1, j'entends par corps un mode qui exprime l'essence de Dieu en tant qu'on la considère comme chose étendue, d'une manière certaine et déterminée. Autrement dit, la définition du corps implique immédiatement son rapport à Dieu. Elle est, si on peut dire, vue par le haut. Bien entendu, ce rapport à Dieu, c'est par rapport à Dieu en général, puisque nous savons que Dieu en général, ça n'existe pas. C'est un rapport à l'un des attributs de Dieu. Dieu comprend en tant que res extensa. Remarquez qu'au moment où Spinoza, au moment où le lecteur lit cette première définition, on ne lui a pas encore dit explicitement que Dieu était res extensa, que Dieu était une chose étendue. C'est une façon d'empiète sur la suite du raisonnement. Définition 3. J'entends par idée, alors on pourrait attendre, j'entends par idée un mode qui exprime l'essence de Dieu en tant qu'on la considère comme chose pensante. Et justement, Spinoza ne dit pas ça. Il dit, j'entends par idée un concept de l'âme que l'âme forme parce qu'elle est une chose pensante. Donc, ici, on a une définition non plus par le haut, c'est-à-dire à partir de Dieu, à partir de l'essence de Dieu, mais par le bas, c'est-à-dire à partir de cette chose singulière qu'est l'âme humaine. Donc, le corps est renvoyé à Dieu comme chose étendue, alors que l'idée est renvoyée à l'âme en tant que chose pensante. Remarquez qu'on énonce pour l'instant strictement rien sur les rapports entre l'âme et le corps, ou cette idée particulière que serait l'âme, l'idée du corps. Je saute la suite, je vais directement aux axiomes. Axiome 2, l'homme pense. Remarquez que ce qui, pour Descartes, était un énoncé à l'intérieur d'un certain parcours analytique, énoncé à la première personne, cogito, devient ici homo cogitat, énoncé à la troisième personne et énoncé comme axiome. Axiome 3, il n'y a de mode de pensée, tels que l'amour, le désir ou tout autre, pouvant être dessinés par l'onde d'affect, qu'autant qu'est donné dans le même individu une idée de la chose aimée, désirée, etc. Mais une idée peut être donnée sans que soit donné aucun autre mode de pensée. Alors cet axiome 3 est très important, parce que c'est lui qui explique en quoi les affects sont des modalités de l'idée. C'est donc lui qui nous donne la clé du rapport entre la deuxième partie de l'éthique et les parties suivantes. C'est lui qui, à long terme, nous inscrit dans le registre de ce qu'on appelle l'intellectualisme Spinoza, si le terme a un sens. Axiome 4. Nous sentons qu'un certain corps, quodam corpus, est affecté de beaucoup de manières. Alors l'expression peut paraître bizarre. Nous sentons qu'un certain corps est affecté de beaucoup de manières. Pourquoi peut-elle paraître bizarre? Bizarre moins par ce qu'elle dit que parce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas mon corps. Alors de même que l'axiome 2 dit homo cogitat et non pas cogito, de même l'axiome 4 dit nous sentons qu'un corps, lequel? Il faudra 13 propositions pour arriver à le rejoindre. Il faudra 13 propositions pour que quodam corpus devienne mon corps. Et enfin, l'axiome 5 ferme l'univers démonstratif en énonçant qu'il n'y a rien que des corps et des modes de pensée dans de perception. Alors, seul l'axiome 4 commençait par l'expression « nous sentons ». Mais l'axiome 5, en généralisant le « nous nous sentons et nous ne percevons nulle chose singulière sauf des corps de notre pensée », implique bien qu'au fond, ces axiomes sont en train de faire
Le bilan, alors là aussi on pourrait dire, comme dans le traité de la réforme de l'entendement, on est dans le remémoratif. Le bilan de ce que chaque lecteur doit savoir, qu'il sent, qu'il ressent. Donc Spinoza a l'air de dire, pour vous parler de l'âme, avant de passer à des démonstrations qui seront issues de la première partie de l'éthique, je fais le bilan de ce que chacun de vous sait déjà. Non pas de ce qu'il sait démonstrativement, mais de ce qu'il sait parce qu'il le ressent couramment. Donc, nous ressentons que les hommes pensent, et nous ressentons chacun qu'un certain corps est affecté de beaucoup de manières. Point. Alors maintenant, on va laisser provisoirement de côté ce que nous ressentons concernant une certaine âme et un certain corps, et on va revenir à la pensée et l'étendue. Alors, une chose qui est parfois intéressante quand on lit des textes de Spinoza, c'est de se demander, en lisant leurs énoncés, s'il pourrait être accepté tel quel par quelqu'un d'autre ou pas, puisque, après tout, une fois l'éthique parue, elle a déchaîné toute une série de controverses et de polémiques. Mais que ces controverses ne sont pas toujours portées sur les mêmes points. Si vous lisez par exemple la biographie de Spinoza par Colérus, vous savez que Colérus, qui est un pasteur, ne se contente pas de raconter la vie de Spinoza, mais que de temps en temps il commente des passages de ses œuvres. Et ce qui est très curieux, c'est que Colérus, qui est un pasteur luthérien très hostile au spinozisme, dit « mais là il y a une très belle formule » ou « là il y a une très belle pensée ». Et puis un peu plus loin, il dit « ah, mais ça c'est répugnant, il ne faut pas l'accepter, etc. etc. » Évidemment, il ne se rend pas compte que la formule qu'il trouve inacceptable est liée par le système à la formule qu'il trouve si belle et si acceptable. Mais en même temps, dans la mesure où c'est vrai que Spinoza reprend des termes traditionnels et parfois utilise des expressions traditionnelles, ça vaut la peine quand on regarde certaines de ces propositions qui ont l'air parfaitement parallèles entre elles, de se demander lesquelles susciteraient la colère des commentateurs et lesquelles au contraire seraient acceptables pour eux. Or, c'est ce qui arrive tout de suite avec les deux premières propositions. En effet, les deux premières propositions sont strictement parallèles dans leur énoncé. Et pourtant, par rapport à la plupart des traditions philosophiques, elles sont strictement opposées. Je m'explique. Proposition 1. La pensée est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose pensante. Il a l'air de dire une évidence. Absolument tous les philosophes, tous les théologiens seraient prêts à accepter qu'on leur dise que Dieu est chose pensante. Alors peut-être qu'ils chicaneraient sur le fait de savoir si la pensée est un attribut de Dieu, une propriété ou peu importe, mais que Dieu pense, ça leur semblerait certainement vrai. Passons maintenant à la proposition 2. L'étendue est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose étendue. On obtient la proposition 2 en répétant la proposition 1 et en remplaçant simplement pensée par étendue. Mais on voit tout de suite qu'en réalité, cette deuxième proposition est parfaitement inacceptable pour la quasi-totalité de la tradition philosophique, et plus encore pour les théologiens. Les seuls qui, dans la tradition philosophique, auraient accepté, alors non pas en utilisant le terme d'étendue, mais le terme de corporel, une telle proposition, ça pourrait être les épicuriens, dans la mesure où pour eux, les dieux sont faits de corps comme nous, mais de corps beaucoup plus fluides. Peut-être les stoïciens, mais en un tout autre sens. Et peut-être Hobbes, pour qui toute substance est un corps, donc Dieu étant une substance, c'est un corps. Mais tout le reste de la tradition philosophique ne peut que s'insurger contre telle thèse. Donc on voit Spinoza énoncer pratiquement dans la même formule deux thèses, dont l'une est très acceptable pour un théologien qui ne va pas y regarder de près, et l'autre totalement inacceptable. Alors, question, comment le démontre-t-il? Le paradoxe, c'est qu'il consacre une longue démonstration et un scoli à la proposition qui a l'air banale, et quand il arrive à la proposition 2, là où on attendrait qu'il fasse un effort pour démontrer cette thèse apparemment paradoxale de Dieu chose étendue, il procède avec ce qui peut sembler la dernière des désinvoltures, puisqu'il dit « on procède ici de la même façon de la démonstration précédente ». Autrement dit, ça vous semble totalement inacceptable, vous me demandez une démonstration, mais je vous réponds, c'est pareil que la précédente. Donc, en un sens,
Le coup de force de Spinoza, il ne consiste pas à dire que Dieu est chose étendue, il consiste à dire qu'on démontre l'extension de Dieu, la corporéité de Dieu. La question de la corporéité, le sens qu'il donne à étendu. Ça consiste à dire que cette extension divine se démontre de la même façon que sa pensée. Et du coup, on est mené à penser que ce qu'il dit de l'attribut pensée n'est finalement pas plus orthodoxe que ce qui suivra. Donc que la proposition qui est en apparence banale est en réalité tout aussi paradoxale que l'autre. En effet, comment démontre-t-il que Dieu est chose étendue? Et il le fait effectivement d'une façon qui devrait être inacceptable pour la théologie traditionnelle. Je cite la démonstration. Les pensées singulières, c'est-à-dire cette pensée-ci ou celle-là, sont des modes qui expriment la nature de Dieu d'une manière certaine et déterminée. C'est-à-dire qu'on retrouve là pour définir, alors non pas le terme d'idée, mais le terme de cogitatio, ce qu'on n'avait pas trouvé dans la définition 3. C'est-à-dire qu'on trouve là la définition de la cogitation par le haut. Les pensées singulières, c'est-à-dire cette pensée, cette pensée-là, sont des modes qui expriment la nature de Dieu de manière certaine et déterminée. Un attribut dont toutes les pensées singulières enveloppent le concept, attribut par le moyen duquel aussi ces pensées se conçoivent, appartient donc à Dieu. C'est pourquoi la pensée est un des attributs infinis de Dieu, lequel exprime une essence éternelle infinie de Dieu. Autrement dit, Dieu est chose pensante. Autrement dit, le fait que Dieu est chose pensante est démontré par Spinoza à partir du fait que chacune des pensées singulières que nous connaissons est un mode de Dieu. Donc tous ceux qui hurlent au panthéisme face à l'idée que Dieu est chose étendue devraient s'indigner ici aussi, puisque finalement, si panthéisme il y a, bon, le terme est inexact, mais peu importe, si panthéisme il y a, il se trouve aussi dans cette démonstration concernant la pensée divine. Puisque pour attribuer la pensée à Dieu, on doit faire un détour par les cogitationes singulières. C'est-à-dire par les cogitationes des individus singuliers. Alors, je ne reprends pas ensuite l'ensemble de la démonstration sur la proposition 13. Je vais aux toutes dernières démonstrations, c'est-à-dire proposition 11, 12, 13. Bon, Spinoza a rappelé que l'homme n'est pas une substance. On pouvait s'y attendre après ce qu'on avait lu dans Éthique 1. Donc, proposition 11, ce qui constitue en premier l'être actuel de l'âme humaine n'est rien d'autre que l'idée d'une chose singulière existant en acte. Donc ici, on va s'introduire la thèse spécifiquement spinoziste que non seulement l'âme a des idées, mais que l'âme est une idée. Et donc, il faudra, dans la suite du raisonnement, distinguer entre l'idée que l'âme est, donc celle de la proposition 11, et les idées que l'âme a. Donc, nous avons l'idée du triangle, nous avons l'idée de tel ou tel autre individu, l'idée de l'État, l'idée de tout ce que vous voudrez, mais notre âme elle-même est une idée. Et puisque l'idée est un idéat, elle est donc l'idée de quelque chose. Alors, question, de quoi est-elle l'idée? Proposition 12. Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'âme humaine doit être perçu par cette âme. En d'autres termes, une idée en est nécessairement donnée en elle. On dit, vous voyez, là, il s'agit non plus seulement de l'idée que l'âme est, mais des idées que l'âme a. Donc, à l'intérieur de cette idée qu'est l'âme, il y a d'autres idées qui sont les idées des événements qui surviennent dans l'objet de l'idéal. Donc, l'âme est l'idée d'un certain objet, d'un certain idéal. Des événements surviennent à cet objet,
Et de même qu'à cet objet ou idéa correspond une idée qui est l'âme humaine, aux événements qui arrivent à cet objet correspondent des événements qui arrivent dans l'âme et qui sont ses idées à elle. Donc, on pourrait dire, l'âme humaine a un objet, cet objet se modalise, il lui survient des événements, et l'âme, en même temps, se modalise, il lui survient des événements qui sont ses idées à elle. Donc tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'âme humaine doit être perçu par cette âme. En d'autres termes, une idée en est nécessairement donnée en elle, c'est-à-dire si l'objet de l'idée constituant l'âme humaine est un corps, rien ne pourra arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l'âme. Alors remarquez qu'ici, on est en train d'énoncer une relation qui n'est pas la relation de causalité, qui est la relation de perception. Donc dans l'univers spinoziste, il y a au moins deux relations. Premièrement, la relation de causalité, qui est une relation qui relie les corps entre eux. Quand une boule de billard heurte une autre boule de billard, lui communique son mouvement, etc., etc. Et ça peut évidemment être plus compliqué. Quand César passe la Rubicon, il va provoquer un certain nombre d'événements historiques, mais sur le fond, ça revient au même. Il y a également une causalité des idées entre elles, et la causalité n'a lieu qu'à l'intérieur de chaque attribut. Il n'y a pas de causalité de l'idée sur le corps ou du corps sur l'idée. Cependant, il y a bien une relation entre au moins un certain type d'idée et un certain type d'objet étendu, qui n'est pas une relation causale, et cette relation, dans la proposition 12, est désignée du terme de perception. Et en même temps, on a une définition implicite de la perception. La perception, ça consiste à ce que l'idée d'un événement qui arrive au corps, ou l'idée d'un événement qui arrive plutôt à l'objet de l'âme, arrive dans l'âme. Donc en même temps qu'un événement arrive à l'idéa, un autre événement arrive à l'idée. En même temps que dans l'étendue, un événement arrive à l'idéa, dans la pensée, un événement arrive à l'idée. Mais ce n'est pas simplement un fait de concomitance, c'est, pourrait-on dire, un fait de double modalisation. L'événement appartient à l'idéa, l'idée de l'événement, qui est un événement dans l'idée, appartient à l'âme. Ce qui revient à dire que l'âme humaine ne perçoit pas n'importe quoi. Elle ne perçoit que ce qui arrive à son idéa. Remarquez que c'est parfaitement contre-intuitif. Nous avons l'impression de percevoir des tas de choses. Enfin, notre usage courant du terme percevoir, nous avons l'impression de percevoir cette table, le soleil dehors, etc., etc. Alors, sinon, Spinoza est en train de dire que non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas si simplement que cela. Proposition 13. L'objet de l'idée constituant l'âme humaine est le corps, c'est-à-dire un certain mode de l'étendue existant en acte, et n'est rien d'autre. Donc le « et n'est rien d'autre » implique bien que l'âme ne perçoit rien d'autre. Ça ne veut pas dire que l'âme ne perçoit que le corps. Elle perçoit le corps et les événements qui surviennent au corps. Et de cette façon, percevoir les événements qui surviennent au corps, c'est percevoir le corps. Et si un objecteur disait, mais quand je perçois la table, le soleil, ou je lis le journal, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que précisément la table, le soleil ou les événements extérieurs transmis par le journal ne sont perçus par mon âme qu'en tant qu'ils sont des événements qui arrivent au corps. Si la table est cachée par un mur, je ne la vois pas. S'il arrive n'importe quel événement très loin et que le journal ne m'en parle pas, ou que je ne lis pas le journal, je ne le perçois pas. Donc, l'ensemble du monde de l'étendue
n'est perçu par l'âme qu'en tant qu'il se transforme en événement pour le corps. Ce qui revient à dire, pour le dire encore autrement, que nous ne percevons aucun objet, mais seulement les interactions entre les objets et le corps, ou les modifications de notre corps par l'objet. S'il y a un cataclysme aux antipodes, je ne le perçois pas, mais si je lis le journal qui raconte ce cataclysme, ça veut dire que mon œil est modifié par la lecture du journal qui raconte, etc., etc. Autrement dit, l'ensemble des relations de l'âme avec l'étendue se fait par intermédiaire du corps. Corollaire, et c'est maintenant que nous rejoignons ce qui peut sembler une évidence de la vie quotidienne, c'est seulement qu'en tant que corollaire de la 13e proposition que nous y parvenons, il suit de là que l'homme consiste en âme et en corps, et que le corps humain existe conformément aux sentiments que nous en avons. Prout ipsum sentimus. Donc l'objet de l'âme, c'est le corps humain. Non pas n'importe quel corps humain, mais celui que nous avons l'habitude de considérer comme le nôtre. C'est ça le sentiment que nous en avons. Et on peut dire que d'une certaine façon, ces 13 propositions ont servi à produire la légitimation de ce sentiment qui nous paraît pourtant si originaire et si authentique. À tel point que, si vous lisez un traité de psychiatrie, il nous paraît aller de soi que lorsque un individu ne fait plus la distinction entre son corps et les corps extérieurs, par exemple, c'est une conduite pathologique. Pour Spinoza, non, c'est pas si pathologique que ça, il faut 13 propositions pour arriver à le démontrer. Mais au bout de 13 propositions, on sait qu'au fond, on a construit le concept de corps propre. À la fois, on a construit le concept de corps propre, et on a montré que tout ce que nous croyons savoir du monde extérieur, ce sont d'abord des modifications de notre corps. C'est-à-dire qu'un corps extérieur qui n'affecterait d'aucune façon directe ou indirecte notre corps ne serait tout simplement pas perçu par nous. Alors quand on en est là, on pourrait se dire, ça y est, on a enfin produit la spécificité humaine. Pas du tout. On a démontré le rapport de l'âme et du corps à partir de l'exemple de l'homme. Mais nous n'avons absolument rien fait qui puisse nous prouver que cette démonstration était limitée à l'homme. C'est ce qu'énonce Scoli. Par ce qui précède, nous ne connaissons pas seulement que l'âme humaine est unie au corps, mais aussi ce qu'il faut entendre par union de l'âme et du corps. Alors, ce qu'il faut entendre, on a l'impression d'être un peu surpris, puisque précisément il ne l'a pas dit. Mais ce qu'il en a dit suffit au moins à écarter un certain nombre d'interprétations. Par exemple, l'idée d'une interaction entre les deux. L'union ne peut pas être une interaction, ne peut pas passer par l'interaction. C'est-à-dire par l'interaction causale. Par ce qui précède, nous ne connaissons pas seulement que l'âme humaine est unie au corps, mais aussi ce qu'il faut entendre par l'union de l'âme et du corps. Personne, cependant, ne pourra se faire de cette union une idée adéquate, c'est-à-dire distincte, s'il ne connaît auparavant la nature de notre corps. Donc nous voilà renvoyés, pour connaître l'âme, à la nature du corps. Donc à la nécessité de faire un peu de physique. Voir, si on veut savoir en quoi il s'agit du corps humain, un peu ce qu'on appellerait maintenant la biologie. Car ce que nous avons montré jusqu'ici est tout à fait commun. Donc ça veut dire qu'à tous les corps correspond une âme. Et se rapporte également aux hommes et aux autres individus, lesquels sont tous animés bien qu'à des degrés divers. Formule tout à fait intéressante. Les autres individus, c'est-à-dire tous les modes de la nature, au moins tous ceux qui ont une individualité, sont tous animés bien qu'à des degrés divers. Alors en français, quand je traduis mens par âme et animé par animata, j'ai l'air de dire une évidence. Ça l'est un peu moins en latin, puisque c'est mens et animata, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence étymologique. La difficulté se redouble du fait que Spinoza ne semble guère utiliser le terme animare à d'autres endroits de l'éthique.
Alors, il ne faut pas se hâter d'en tirer l'idée d'un animisme ou d'un vitalisme universel chez Spinoza. Ce qu'il veut dire ici, simplement, c'est que à tous les corps correspond une idée du corps. Maintenant, que cette idée du corps ressemble à la nôtre, qu'on puisse lui donner le nom d'âme, probablement, il dira au moins à un autre endroit les âmes des autres corps, les âmes des corps non humains. Que cette âme soit consciente, que cette âme ait le degré de complexité de l'âme humaine, certainement pas. Mais vous voyez que là où on en est, on commence à comprendre que la différence entre l'âme humaine et les âmes de tous les autres modes ne pourra être qu'une différence quantitative. Et alors qu'à peu près tous les autres philosophes du XVIIe siècle, et notamment les juristes, parce qu'ils ont besoin pour faire une théorie du droit ou du pacte, énoncent qu'il y a une différence absolue d'emblée entre ce qui est homme et ce qui n'est pas homme. Pour eux, la nature se divise clairement en deux, d'un côté l'homme, de l'autre tout le reste. Ben, chez Spinoza, ce n'est pas clair du tout. La différence, elle est purement de degré. Mais remarquez aussi qu'à la fin de Éthique 4, en bout de course, on aboutira à des conclusions contraires. C'est-à-dire qu'au niveau du comportement humain, la différence sera de nature. Et on peut dire que tout le parcours qui va de Éthique 2 à Éthique 4, dans le rapport de l'homme au reste de l'univers, dans le rapport de l'homme aux choses, ça consiste à partir d'une différence de degré dans la définition à une différence de nature dans la conduite. Ce qui distingue le corps humain et l'âme humaine des autres corps et des autres âmes est d'ordre quantitatif. Le corps humain, on va le voir ensuite, est plus complexe, plus structuré, a plus de relations avec l'extérieur que les autres corps. L'âme humaine est donc plus complexe, a donc plus de chances de produire des idées complexes, ainsi de suite. Tout ça en termes quantitatifs, en termes de degrés. En fin de course, on aura deux conduites totalement différentes. À l'égard des hommes, une éthique qui se résumera par le terme de concorde. Il faut chercher la concorde avec les autres hommes. À l'égard du reste du monde, et notamment des animaux, une éthique qui se résume en termes d'usage. Il faut se servir de tous les autres modes de la nature. Autrement dit, il est très difficile de fonder sur la pensée de Spinoza quelque chose comme une justification du respect de l'environnement, choses de ce genre. Ou alors il faut le faire de façon extrêmement complexe. On a à respecter l'environnement ou on a à défendre l'écologie que si on peut montrer que c'est utile à l'homme, et seulement de ce point de vue. J'insiste là-dessus parce qu'il y a quelques années, quelqu'un qui est un remarquable philosophe de l'écologie, notamment Arnonès, qui a essayé de fonder sur Spinoza, sur l'idée de nature, et sur le fait que l'homme est une partie de la nature, une justification de ce que par ailleurs il développait comme éthique de l'environnement. En fait, ça ne marchait qu'à condition de ne pas distinguer entre le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, effectivement, c'est qu'il y a entre l'homme et la nature une différence de degré. Le point d'arrivée, c'est qu'au niveau de la conduite, du comportement, donc de l'éthique, il y a une différence totale. Toto coelho. De toute l'étendue du ciel. Bon, je reprends le Scoli. Donc, nous a montré que tout ce que nous a montré, c'est commun et toutes choses sont animées, c'est-à-dire toutes les choses sont des mentes. Car d'une chose quelconque de laquelle Dieu est cause, une idée est nécessairement donnée en Dieu, de la même façon qu'est donnée l'idée du corps humain. Et ainsi, on doit dire nécessairement de l'idée d'une chose quelconque ce que nous avons dit de l'idée du corps humain. Alors, maintenant, va venir, après l'énoncé de l'identité, vient l'énoncé de la différence, les différences quantitatives. Nous ne pouvons nier cependant que les idées diffèrent entre elles, comme les objets eux-mêmes, et que l'une l'emporte sur l'autre en excellence et contient plus de réalité, dans la mesure où l'objet de l'une l'emporte sur l'objet de l'autre et contient plus de réalité. Pour cette raison, pour déterminer en quoi l'âme humaine diffère des autres et l'emporte sur elle, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet, tel que nous l'avons fait connaître, c'est-à-dire du corps humain. Autrement dit, on voit que tout d'un coup, l'énoncé qui était que le rapport entre âme et corps est un rapport de perception. L'âme est l'idée du corps, l'âme perçoit ce qui se passe dans le corps, se transforme en rapport de double perfection. L'âme est d'autant plus parfaite que le corps est parfait. L'âme est d'autant plus excellente que le corps est excellent.
Encore faudrait-il savoir ce qu'il faut entendre par excellence et par perfection, puisque Spinoza explique assez souvent, il le redira par exemple au début de l'éthique 4, qu'il s'agit là de termes parfaitement illusoires, liés au lexique de la finalité. Alors, il suffit de regarder précisément quel sens concret il donne, quel sens positif il peut lui donner à perfection et excellence. Et on va voir qu'en réalité, ces deux termes, dans les quelques pages qui suivent, semblent se confondre avec l'idée de complexité, ou de double complexité, l'une d'ailleurs conditionnée en autre, la complexité interne d'un corps et la complexité du rapport du corps avec son extérieur. Et on va dire ce qui permet d'avoir des rapports extrêmement complexes avec l'extérieur, c'est la structure interne du corps. Alors, ça se passe en deux temps, d'abord une physique, puis une physiologie. Alors la physique, c'est la série des axiomes et des lemmes. D'abord deux axiomes qui sont les axiomes de mouvement-repos, puis trois lemmes qui énoncent les rapports entre eux des corps les plus simples, et ensuite encore trois axiomes et une définition qui sont les axiomes de l'interaction et de la composition des corps, donc effectivement les axiomes de la complexité. Et une série de lemmes qui énoncent comment un corps qui n'est plus un corps très simple mais un individu, c'est-à-dire un corps composé, puisque dans le langage de Spinoza, individu veut dire corps composé, peut subir des changements sans changer dans sa forme. Et par forme, il faut entendre nature ou essence. Donc tous les corps, quels qu'ils soient, que ce soit les corps les plus simples ou les corps composés, se définissent par une certaine proportion de mouvement et de repos. Donc, on pourrait dire par une équation physique. Même si on ne sait pas très bien ce que c'est cette proportion de mouvement et de repos. Sauf que, dans le cas des corps les plus simples, cette composition de mouvement et de repos semble être instantanée et invariable. Leur essence se confond avec leur état. Donc si leur vitesse change, ils sont détruits et remplacés par un autre. En revanche, une fois que les corps les plus simples s'agglomèrent entre eux, dans un corps composé qui a lui aussi une certaine formule qui le fait rester le même, eh bien, ce corps composé peut subir désormais des variations qui ne le détruiront pas. On pourrait dire que le but de la physique spinoziste, c'est de penser comment il existe des individus que la variation ne détruit pas. On dit le corps composé, alors ça veut paraître bizarre que individu veuille dire corps composé. Après tout, individu, ça semble vouloir dire le contraire. Ça semble vouloir dire, mot à mot, individu, c'est un mot que atome, quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Et précisément, ils sont composés, mais on ne peut pas les diviser, en ce sens que chacun de ces individus a une figure propre, qui est due à son équation propre, qui lui permet de subir des changements internes, sans que ces changements altèrent son identité. Autrement dit, son identité n'est plus liée à son état, à la différence de ce qui arrive pour les corps très simples. Et donc, par exemple, c'est le cas des hommes, mais aussi de tous les corps composés. C'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour le chien, c'est vrai pour la fourmi. Ils peuvent manger sans que le fait d'avoir pris quelques grammes de plus en mangeant change leur identité. Ils peuvent perdre un membre sans que pour autant leur identité soit changée, etc. Ils peuvent se déplacer à une vitesse plus ou moins grande sans que pour autant devenir un autre. Donc ils peuvent subir une série d'altérations, d'augmentation ou de diminution quantitative, etc., etc. Absorber même d'autres éléments qui vont entrer dans leur composition, sans pourtant changer d'identité, parce que la proportion de repos et de mouvement qui les gouverne demeure la même. Donc je lis rapidement, sans m'attarder à l'interprétation physique qu'on pourra en donner,
et que Spinoza nous donne guère les lemmes 4, 5, 6, si d'un corps, c'est-à-dire d'un individu composé de plusieurs corps, on suppose que certains corps se séparent, et qu'en même temps d'autres, en nombre égal et de même nature, occupent leur place, l'individu retiendra sa nature, telle qu'auparavant, sans aucun changement dans sa forme. Donc il gardera sa nature ou sa forme, son équation, malgré ce changement intérieur. Lemme 5, si les parties qui composent un individu deviennent plus grandes ou plus petites, dans une proportion telle toutefois que toutes, à l'égard du mouvement et du repos, continuent de maintenir entre elles le même rapport qu'auparavant, l'individu retiendra également sa nature, telle qu'auparavant, sans un changement de sa forme. Et lemme 6, si certains corps composant un individu sont contraints à détourner les mouvements qu'ils ont vers un certain côté, vers un autre côté, de telle façon toutefois qu'ils puissent continuer leur mouvement et se communiquer les uns aux autres, suivant le même rapport qu'auparavant, l'individu conservera encore sa nature sans aucun changement de sa forme. Et enfin, lemme 7, un individu ainsi composé retient encore sa nature, qu'il se meuve en totalité ou soit en repos, qu'il se meuve de ce côté ou de tel autre, pourvu que chaque partie conserve son mouvement et le communique aux autres comme avant. Autrement dit, un individu, c'est-à-dire un corps composé, peut subir des transformations internes ou échanger des éléments avec le monde extérieur, à condition que la proportion qui lui est interne et qu'il définit demeure la même. Dans ce cas-là, il peut beaucoup changer d'état, sans néanmoins changer d'identité. C'est ce qui distingue, encore une fois, l'individu, le corps composé, des corpora simplissima, du corps très simple. Donc, on a là, de façon extrêmement ramassée, de façon finalement beaucoup plus allusive que démonstrative, une théorie de la variation non essentielle. Une théorie du changement qui n'altère pas l'identité. Mais je viens de le dire, cette théorie concerne en tant que telle tous les corps composés, et pas seulement le corps humain. Donc, en un sens, on est allé plus loin que dans les 13 premières propositions, mais en un autre sens, on n'a toujours pas atteint ce qui concerne le corps humain spécifiquement. Mais pour l'atteindre, maintenant, il va simplement falloir restreindre encore d'un tour de vis supplémentaire qui nous est offert par la définition précédente. Il ne suffit pas de distinguer entre les corps très simples et les corps composés, il va falloir maintenant distinguer sur les degrés de composition. Et donc maintenant viennent 6 postulats, qui vont être au fond la physiologie spinoziste. Ces 6 postulats ne définissent pas du tout le corps humain, ils se contentent de restreindre au corps humain ce qui a été dit précédemment. Il s'agit donc beaucoup plus d'une restriction approximative que d'une définition au sens classique. Et en tout cas, c'est certainement pas une définition génétique. Or, on va le voir, ces postulats sont approximatifs puisqu'il s'agit de dire à chaque fois qu'ils font un peu plus ce que d'autres font un peu moins. Ça ne donne donc pas vraiment une règle concrète pour dire si tel corps est un corps humain ou pas. Ça veut simplement dire que si on compare un homme et une fourmi, on pourra dire « Ah oui, ben ça c'est un homme et ça c'en est pas un ». Mais par exemple, si vous rencontrez des grands singes qui semblent ressembler beaucoup à des hommes, ou si on se trouvait dans les problèmes actuels des paléontologues qui se demandent à partir de quel moment on peut dire qu'on est passé sur l'évolution à ce qui n'était pas vraiment encore un homme, à ce qui est désormais un homme, ça ne nous fournit aucun moyen pour ça, puisqu'on est justement en termes de plus ou de moins, en termes de variation insensible. Si vous avez lu le roman de Vercors qui s'appelle « Les animaux dénaturés », qui est souvent fondé sur cette question de qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui n'est pas, et où des explorateurs découvrent un jungle des êtres qui ressemblent à des hommes qui ne sont pas tout à fait des hommes, et on se demande si on a le droit de les faire travailler gratuitement ou pas. Et le paradoxe, c'est que celui qui veut les défendre et dire qu'ils appartiennent comme à la race humaine est obligé d'en tuer un pour se faire un procès et se faire condamner, en disant que si c'est un animal, vous ne condamneriez pas. Donc, par là même, vous acceptez comme des hommes. Malgré les différences, vous en êtes à admettre que les rapports sont plus nombreux que les différences. Et on voit que là aussi, c'est en termes quantitatifs et non pas qualitatifs que la définition se fait, sauf que la conclusion, elle, se fera en termes qualitatifs.
on aimera bien tracer une frontière. Eh bien, regardez les postulats, eux aussi, ils tracent la frontière en termes quantitatifs. Alors, est-ce qu'on peut résumer ces postulats? Je dirais oui, au fond, il se résume en deux choses, trois. Premièrement, le corps humain a beaucoup de rapports avec le monde extérieur. Vous me direz, tous les corps composés en ont. Mais le corps humain en a beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qui va servir finalement au développement de la raison. Deuxièmement, comment est-ce possible que le corps humain ait beaucoup de rapports avec le monde extérieur et plus que les autres corps composés? Apparemment parce que sa structure le lui permet. Et on peut comprendre presque intuitivement que si pour avoir rapport avec l'extérieur, il faut avoir des organes qui s'y prêtent, eh bien pour avoir beaucoup de rapports avec le corps extérieur, il faut être très composé de façon interne. Donc il y a une espèce d'équivalence entre la multiplicité des rapports externes et la multiplicité des différenciations internes. Et enfin, parmi ces différenciations internes, il y en a une qui joue un rôle particulier. Spinoza, dans les lemmes concernant la physique, a énoncé qu'il y avait trois sortes de corps, les corps solides, les corps mous, les corps fluides. C'est un lieu commun de la physique de son temps, même si ce n'est pas toujours évident là aussi de dire quel corps singulier entre dans quelle catégorie. Il va faire jouer un rôle particulier à cette distinction. Et cette distinction, alors on pourrait dire, mais on la retrouve aussi dans d'autres corps et des corps non humains, peut-être, mais elle est faite au moins dans le corps humain, puisqu'à aucun moment il énonce que ce n'est pas vrai pour les autres, ou c'est vrai pour aucun autre, d'une façon telle que ça permet de dégager ce qu'ensuite on appellera la mémoire, et qui sera la base de l'imagination. Donc j'ai les postulats. 1. Le corps humain est composé d'un très grand nombre d'individus, de diverses natures, dont chacun est très composé. Donc, ce postulat numéro 1 énonce que, premièrement, le corps humain est un composé de composés. Donc, il est au sommet d'une hiérarchie dans la composition. Et deuxièmement, la précision diversae naturae, c'est que ce n'est pas simplement une hiérarchie verticale, c'est aussi une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire que ces différents composés sont de diverses natures, il est donc très différencié. Donc il a beaucoup d'organes différents. Il a non seulement beaucoup d'organes qui sont formés même de sous-organes, mais en plus ces organes sont différents et exercent des fonctions différentes. Cherchons des points de comparaison. On se demande souvent, quand on étudie la politique spinoziste, si l'État est un corps. Enfin, Spinoza, comme tous ses contemporains, comme la plupart des théoriciens politiques, dit que l'État est un corps, le corps politique. Mais bien entendu, d'habitude, c'est une métaphore. Un certain nombre d'indices laissent penser que chez Spinoza, cette idée de l'État comme corps politique, ça n'est pas une métaphore. Puisque l'État existe dans l'étendue, et dans l'étendue il y a que des corps, l'État est un corps. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est un corps qui est composé de beaucoup d'autres corps. Il est composé de beaucoup d'individus, par exemple. Mais le problème, c'est que ces individus sont tous des individus humains. Donc, l'État, comme le corps humain, est un corps très composé, mais il est composé de corps qui ne sont pas différenciés entre eux. Ils sont composés de corps qui ont la même nature. Donc, en un sens, l'État, on peut dire que c'est un corps qui est beaucoup plus fort que l'organisme humain individuel, mais en même temps, il est beaucoup plus pauvre du point de vue de la différenciation. Donc là, on voit bien qu'il y a deux types de complexité différentes. Une complexité verticale et une complexité différenciative. Remarquez, Spinoza énonce très vite, sans beaucoup s'expliquer sur tout ce que ça implique comme enjeu. Deuxièmement, je saute provisoirement le deuxièmement. Troisièmement, les individus composant le corps humain sont affectés et conséquemment le corps humain lui-même est affecté d'un très grand nombre de manières par les corps extérieurs. L'important, ce n'est pas seulement que le corps humain est affecté par des corps extérieurs, mais ce qui est affecté d'un très grand nombre de manières. Évidemment, le très grand nombre de manières renvoie à la différenciation des organes composants. C'est donc bien la différenciation interne qui permet la différenciation externe. Et là, on voit bien, par exemple, en quoi le corps humain se distingue d'un caillou ou d'un objet purement physique.
L'objet purement physique, il peut être très souvent affecté, mais il sera au fond affecté d'une seule façon, c'est par le choc. Un caillou, vous pouvez taper dessus, vous pouvez taper plus ou moins fort, c'est vrai, assez fort pour qu'il soit cassé, mais là on peut se poser la question, est-ce qu'un caillou a une mens? Est-ce qu'un caillou a une âme? Au sens strict du terme, rien dans ce qui précède nous interdit de dire. Puisqu'il y a une idée qui correspond à ce caillou, on peut dire que le caillou a une mens qui perçoit ce qui arrive dans la mens. Sauf que ce qui arrive, non, qui perçoit ce qui arrive dans le corps, ce qui arrive à ce corps étant finalement extrêmement simple et répétitif, la mens du caillou n'aura que l'idée très répétitive et unitive du choc sur le corps. Autrement dit, la mens en question sera une mens extrêmement pauvre, qui ne pourra jamais se développer en idée d'idée, en conscience, etc., etc. Donc on voit bien comment on verra, on peut à la fois accepter que omnia animata sunt, toutes les choses sont animées, toutes les choses ont une mens, mais qu'en réalité, ces mentes sont extrêmement différentes les unes des autres. Que donc, il n'y a pas de différence de fond, si on veut, entre l'homme et le reste des modes, en ce sens qu'ils ont tous une âme, mais l'âme de l'homme diffère de l'âme du caillou de toutes les étendues du ciel, là aussi. Postulat 4. Le corps humain a besoin pour se conserver d'un très grand nombre d'autres corps par lesquels il est continuellement comme régénéré. Alors, on voit bien comment ce qui a été dit précédemment dans les lemmes est mis en œuvre ici. Le corps humain respire, s'alimente, etc. Et néanmoins, c'est toujours le même corps. Mais en même temps, il a un très grand besoin du monde extérieur. Là aussi, une différence avec le caillou. Le caillou n'a pas besoin d'être régénéré par d'autres corps. Alors on pourrait dire, oui, mais les plantes, par exemple, elles aussi, elles ont besoin d'être régénérées par l'extérieur. Oui, mais très peu. Ici aussi, on est encore dans la différence faite par la notion de très grand nombre. Je saute le 5, j'en viens au 6. Le corps humain peut mouvoir d'un très grand nombre de manières et disposer en un très grand nombre de manières des corps extérieurs. Alors, ici aussi, c'est en termes de très grand que ça s'explique. Donc là, il ne s'agit plus de ce que le corps humain reçoit de l'extérieur, ni du point de vue de la perception, ni du point de vue de la régénération, mais de ce qu'il donne à l'extérieur. Donc il est affecté et il affecte. Alors, on peut subsumer l'ensemble de ces relations où le corps humain est actif à l'extérieur par le terme d'affection, mais ce qui intéresse Spinoza ici, ce n'est pas cet ensemble, c'est précisément sa différenciation. Il peut le faire d'un très grand nombre de manières. Alors pourquoi est-ce qu'un très grand manière c'est important? D'abord parce que ça renvoie une nouvelle fois à la différenciation, comme à sa cause, la différenciation interne du corps humain. C'est parce que les organes humains sont extrêmement différenciés qu'on peut différencier les affects qu'on donne à l'extérieur. Et puis ça suffit à distinguer le corps humain de beaucoup d'autres corps extérieurs, et notamment du corps de la plupart des animaux. La plupart des animaux peuvent certes mouvoir et disposer des objets extérieurs, mais de beaucoup moins de manières que ne le fait le corps humain. Donc au fond, on s'est donné une unité de départ entre le corps humain et les autres corps, un principe de composition qui affecte tous les corps sauf les corps très simples, et à l'intérieur de ce principe de composition, une différence quantitative, soit par accumulation, soit par différenciation, qui permet finalement de resserrer l'objet du regard au corps humain seul. Donc, si on voulait définir l'âme humaine, on pourrait le faire, mais de façon approximative, en disant l'âme humaine, c'est l'âme d'un corps très composé, d'individus de diverses natures, qui est très affecté par le monde extérieur, qui a besoin de beaucoup d'objets extérieurs pour se régénérer, et qui peut affecter le monde extérieur de beaucoup de manières différentes. C'est ça qui va servir, pour l'essentiel, à dire ce que nous ferons d'âme humaine. Donc on a bien, là, au fond, produit la caractéristique propre de l'âme humaine. On l'a produit de façon qui relève certainement pas du troisième genre de connaissance. On l'a produit de façon très approximative, mais qui est amplement suffisante pour ce qu'on veut faire. Totalement suffisante, pas tout à fait. Il faut encore une détermination supplémentaire, c'est celle qui est donnée par les postulats 2 et 5. Postulat 2. Des individus dont le corps humain est composé, certains sont fluides, certains mous, certains enfin sont durs. Bon, on voit bien, il y a le sang,
qui est fluide, il y a les os qui sont durs, et puis il y a toute une série d'organes qui sont mous. On pourrait dire, c'est vraiment une définition très minimale, parce que c'est pareil pour un chien, c'est pareil pour un singe, etc. etc. Alors, simplement, comment on va utiliser cette différenciation de base? Postulat 5. Quand une partie fluide du corps humain est déterminée par un corps extérieur de façon à frapper souvent une partie molle, elle change la surface de celle-ci et lui imprime, pour ainsi dire, certains vestiges du corps extérieur qui la poussent elle-même. Autrement dit, on a le processus concret de l'imagination et de la mémoire. Je disais tout à l'heure, nous ne percevons pas les choses extérieures, nous percevons seulement les événements qu'elles provoquent dans notre corps. Encore faut-il savoir comment elles provoquent des événements dans notre corps. Or, elles provoquent apparemment deux types d'événements, plutôt des événements à deux faces. Premièrement, certaines parties de notre corps transmettent la modification à d'autres. Et deuxièmement, donc ça c'est l'imagination, mais si avec ça, il ne se passerait pas grand-chose. Au fond, ce serait des transformations instantanées. Alors notre âme les percevrait, mais ce seraient des perceptions instantanées. Et peut-être c'est ce qui arrive aux animaux les plus simples. Donc dans leur âme, à la différence de ce qui se passe dans l'âme des cailloux, ils ont la perception des multiples contacts qu'ils ont avec le monde extérieur. Simplement, apparemment, chez l'homme, il se passe quelque chose de plus, c'est que la modification interne du corps, elle demeure un certain temps. Il y a un vestige du corps extérieur. Et vestige a un double sens. Vestige, c'est à la fois la trace du corps extérieur dans le corps humain et la permanence de cette trace. Et tous les phénomènes complexes de l'imagination, tout ce qui va faire la différence entre le corps humain et les autres, ça va être qu'il va garder un certain temps, parfois même longtemps, les images d'événements passés. Quand on a énoncé postulat 6, on peut arrêter. C'est-à-dire qu'avec ce très petit nombre de règles, Spinoza, c'est-à-dire avec ce matériel de départ extrêmement pauvre, Spinoza s'est donné de quoi construire les livres 2, 3, 4, 5 de l'éthique. Il n'y aura aucun apport supplémentaire. C'est-à-dire tout ce qui ensuite va permettre de comprendre ce qu'est l'imagination, ce qu'est la raison, ce qu'est le troisième genre de connaissance, tout ce qui va gouverner, tout ce qui va expliquer par exemple la multiplicité des passions humaines, et aussi la possibilité de sortir du règne des passions, et aussi la possibilité qu'on soit la cité ou d'accéder à la béatitude, tout cela sera fondé sur ce qui a été énoncé dans ces 6 postulats. C'est-à-dire au fond sur ces 3 caractéristiques, on pourrait dire. La différenciation interne, la composition de différenciation interne, les relations multiples avec le monde extérieur, et la possibilité que le corps reçoive la marque et garde un certain temps cette marque des événements de l'extérieur sur le corps. Alors, une ou deux précisions de vocabulaire avant de terminer. Dans la suite, c'est d'ailleurs pas vraiment une innovation dans le monde cartésien, ce qui vient d'être désigné dans le postulat 5, c'est-à-dire la modification qu'un événement extérieur produit sur notre corps et qu'une partie fluide de notre corps transmet une partie molle et qui se conserve dans la partie molle au fond comme une trace qu'on a imprimée dans la cire. Spinoza l'appelle l'image. Donc pour lui, l'image, c'est un événement corporel. Et lorsque l'âme perçoit cet événement corporel, Spinoza dit que l'âme imagine.
Et il parle des imaginations, imaginationes de l'âme. Donc bien voir la distinction, l'image c'est quelque chose qui a lieu dans le corps, mais imaginer c'est une action de l'âme. C'est percevoir l'image qui a lieu dans le corps. Donc quand vous voyez que Spinoza dit que l'âme imagine, il faut comprendre l'âme perçoit un événement qui a lieu dans le corps ou qui a eu lieu, qui s'y conserve. Donc il ne faut pas dire que l'âme a des images, c'est le corps qui a des images. L'âme a des imaginations. Donc le terme imagination chez Spinoza a deux sens, qui sont évidemment liés. Au singulier, plutôt au pluriel, quand il dit les imaginations, ça désigne les idées des images. Les idées qui, dans l'âme, correspondent aux images du corps, aux images qui sont dans le corps. Ce sont les événements qui surviennent dans l'âme, en même temps que les images surviennent dans le corps. Et d'autre part, quand Spinoza dit imaginatio au singulier, alors c'est soit une de ces imaginations, c'est-à-dire une de ces idées d'image, soit, suivant l'usage traditionnel, l'imagination, c'est-à-dire la faculté d'imaginer. Évidemment, aux yeux de Spinoza, il n'y a pas de faculté dans l'âme. Donc, il n'utilise que par commodité ce terme imagination pour dire l'ensemble du processus qui produit les images ou l'ensemble des images, ou l'ensemble des imaginations. Mais toujours penser, quand on rencontre l'imagination, ça veut désigner les deux. C'est-à-dire ce qu'on appelle usuellement, et que Spinoza appelle aussi par commodité, l'imagination, la faculté d'imaginer, le pouvoir d'imaginer, et puis une imaginatio, c'est-à-dire l'idée d'une image du corps. Bien, on en est donc au début de la proposition 14. À partir de cette proposition 14, on va pouvoir construire successivement, ce qu'on verra la prochaine fois, l'imagination, c'est-à-dire le premier genre de connaissance, puis la raison, c'est le deuxième genre, et enfin, le troisième genre, énoncer ce qui en est de la vérité, de l'erreur et de la volonté. Voilà, à la prochaine fois.